Lors de la première vidéo, on a laissé dérouler le texte, afin de réserver l'analyse détaillée pour cette seconde partie. Et pour cause, il convient de prendre le temps de cerner la situation à Lisieux. Et de comprendre ce qu'il se passe sur le papier. Parce que, disons-le, c'est sacrément le bazar dans cet acte. Oh oui, hein, c'est bien le moins qu'on puisse dire. C'est la foire aux abréviations. Mais si c'était la seule difficulté, ce serait un moindre mal. Allez, générique. Pour commencer, revenons un peu sur la situation de Lisieux au XVIe siècle. On l'a dit, la ville est garnie de murailles et est protégée par 20 grosses tours. Le tout pour 6 à 7 000 habitants. Et combien de protestants là-dedans? Au moment de la Saint-Barthélemy, on peut estimer à la louche qu'il devait être un peu plus de 300 dans la cité. Et dans le tas, tous ne sont pas des énervés, hein. Lors du pillage de la cathédrale en 1562, seule une quarantaine d'entre eux auraient participé. En même temps, on l'a dit, c'est une ville avec une bonne implantation du clergé. Effectivement, c'est sans doute ce qui explique le peu de perméabilité locale à la réforme. Ce n'est donc pas une place forte protestante comme avait pu l'être Dieppe, Rouen, Le Havre, Caen, Falaise ou Bayeux par exemple. De plus, depuis le décès de Gabriel, comte de Montmorency en 1574, il est très loin le temps où la Normandie s'agite massivement sur des questions religieuses. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension par moment, bien évidemment. Et la cible n'est pas choisie au hasard. Par contre, pour comprendre la situation de Lisieux durant la Ligue, il faut analyser les jeux de pouvoir locaux. Dans la cité, on observe une concurrence entre le capitaine de Lisieux, Appelé seigneur de Longchamp dans le manuscrit, et l'évêque de la ville, qui est aussi cité. l'acte que nous étudions fait bien la part des choses. Il considère le capitaine comme responsable de l'entrée dans la ligue de la cité normande, tout en rétablissant l'évêque dans son autorité. Nommé évêque de Lisieux vers 1585, Anne Descartes de Givry est un Parisien d'une bonne famille. Lors de l'établissement de notre acte, il a 44 ans et il a déjà une belle carrière derrière lui. Après des études à Paris, il devient moine de l'abbaye de Saint-Bénigne à Dijon, dont il est désigné abbé. Ça aide d'être issu de la noblesse quand même. Ça marche de tout temps. Nommé à la tête de l'évêché de Lisieux, on peut se demander s'il s'est vraiment investi dans la ville avant l'entrée en rébellion, puisqu'il ne prête le serment ordinaire d'obéissance et de fidélité qu'un an après. La classe, il bénéficie des revenus sans avoir besoin de venir. Ça fait rêver quand même. Et c'est loin d'être un cas isolé à l'époque. Cela dit, les revenus de l'évêché sont alors largement amputés en raison des pillages des protestants de 1562. On en a parlé dans la première partie sur ce texte. Toujours est-il qu'il s'engage pleinement dans la Ligue. Par contre, celui qui tient les rênes du pouvoir localement, ce n'est plus vraiment l'évêque à l'époque, mais bien Jean de Longchamp, seigneur de Fumichon. Le capitaine de Lisieux donc. Tout à fait. Lors de la rédaction de notre acte, cela ne fait même pas 3 ans qu'il est arrivé à cette charge. Cela dit, il est le fils d'un capitaine de Lisieux. Reconnu comme chef de la révolte, il passe alors son temps les armes à la main. Et même parfois bien loin de Lisieux. Il a une réputation de dureté durant la Ligue, ce qui provoque quelques remontrances de la population, qu'il n'écoute pas le moins du monde d'ailleurs. Donc, si je comprends bien, ils sont tous deux ligueurs. Pourquoi parler d'une rivalité alors? La rigueur du capitaine ne s'est pas portée seulement contre les habitants. Il a aussi poussé l'évêque hors de sa cité épiscopale. Un des domestiques de la maison de l'évêque est même tué lors de son départ en 1589. Eh ben dis donc, il y avait de l'ambiance. Désormais sans bride, le capitaine se permet de multiplier les violences. Mais cela ne dure pas longtemps puisqu'Henri IV approche rapidement de la ville. Suite au siège, Jean de Longchamp choisit de se retirer. Comme le dit clairement le texte. Alors que le roi lui préfère un nouveau capitaine, Guillaume de Haute-Mer, marquis de Fervaques. Excellent choix, surtout quand on sait qu'il s'est déjà montré très rude par le passé. Par contre, l'autorité royale ne s'y trompe pas et ne sanctionne pas directement l'évêque qui peut se rendre tranquillement à Paris.
De là, il est envoyé à Rome au début de l'année 1592 afin d'y défendre les intérêts des ligueurs. Ah oui, ça reste un acharné l'évêque quand même. Et tu ne crois pas si bien dire. Même après l'abjuration d'Henri IV, il refuse de croire en sa sincérité et il continue de s'opposer à toute réconciliation avec lui. Il est fait cardinal en 1596, mais il rentre difficilement dans le rang. Sauf qu'après avoir abandonné la direction de l'évêché de Lisieux vers 1598, il a besoin du soutien royal. Et c'est là qu'il retourne sa veste. Voilà, mais ça lui permet d'être nommé à la tête de l'évêché de Metz. Pas si mal finalement, ça valait le coup de faire carpette. Et le capitaine, qu'est-ce qu'il devient lui? Bonne question. Chassé de la ville par l'arrivée d'Henri IV, on l'a dit, il se rend à Courtonne-la-Meurdrac, qui est une ancienne place forte des évêques de Lisieux. Et c'est à partir de là qu'il réalise de nombreux pillages. Il ne peut y rester longtemps puisqu'il est alors chassé par les royalistes qui font raser les murs et il se réfugie à Beaumont-le-Roger. Et je suppose qu'il continue ses pillages. Tout juste. Toujours en lien avec les ligueurs de Rouen, il ne cesse de s'acharner sur les environs de Lisieux et il multiplie les rançons lorsqu'il fait des prisonniers. Et il s'en prend même à ses proches parents, la classe. Parce que... bon, après tout, pourquoi pas. Néanmoins, en 1597, il se rallie également à Henri IV et se voit rétablir dans ses fonctions à Lisieux, où il reste en charge jusqu'à son décès. Par la suite, il devient même conseiller du roi en ses conseils d'État et privés, ainsi que chevalier de l'ordre. C'est assez incroyable quand même, le peu de rigueur dans les sanctions. On en a déjà parlé, mais le souverain n'a pas forcément intérêt à se montrer trop rude. Peu importe si la fidélité nouvelle est sincère ou non, ce qui compte c'est qu'elle existe de fait. Et il en est de même pour la ville de Lisieux. Il faut aller un peu plus loin que les évidences dans ce genre de cas. Ça veut dire que le roi se montre clément envers Lisieux, c'est bien ça? Plus ou moins. Vous l'aurez compris, au-delà de la conquête, pour le souverain, c'est bien l'argent qui est le nerf de la guerre. C'est le cœur du sujet finalement. Dans le texte, c'est le seul moyen considéré pour que les habitants lui prouvent leur fidélité. Parfaitement, quoi d'autre? Lors de la capitulation de Lisieux, on prévoit que ceux qui souhaitent prêter serment au roi peuvent rester. Et on laisse 8 jours aux partisans de la Ligue pour faire leur bagage. Sauf que pour rester, il faut payer un prêt. Quand il dit un prêt, c'est vraiment un prêt? Le roi va rembourser? C'est ce que l'autorité royale prétend en tout cas. Mais pour une ville comme Lisieux, cela s'inscrit dans un contexte particulier. Et en quoi? Les corps de ville sont particulièrement touchés par la guerre civile durant la Ligue. La charge militaire, dont le logement des troupes, leur retombe largement sur le bout du nez. Et dans ce cadre, un prêt supplémentaire ne peut être perçu que comme une sanction. D'ailleurs, la somme demandée par le roi est vraiment considérable, puisque la taxe est payée par seulement 252 habitants des plus riches. Qui avance seulement l'argent. Mais ils ont attendu longtemps pour recouvrer leurs fonds. Tu parles d'un prêt? Ainsi, vous l'aurez compris, le pardon royal a un prix. Et ce n'est pas un hasard, puisque la situation financière du royaume est alors catastrophique. N'est-ce pas là une constante de l'État français? Je crois que désormais nos concitoyens sont conscients des risques que font peser les déficits et l'endettement sur notre vie et sur notre avenir. Le mot de faillite n'est plus un mot abstrait. Ah, c'est toi qui le dis, hein? Oui, oui. De fait, le début du règne d'Henri IV s'inscrit dans la 8e guerre de religion, qui est particulièrement longue. Commencée depuis 1584, il faut attendre la reddition du duc de Mercœur en 1598 pour voir promulguer le fameux édit de Nantes. Qui est un édit de pacification, que le roi a les moyens de faire appliquer, à la différence de tous les précédents. Durant cette dernière période de conflits particulièrement violents, la pression fiscale est forcément en forte hausse. Par ailleurs, nombre de taxes sont détournées au profit du roi ou des ligueurs, suivant les espaces du royaume. On utilise donc une taxe servant normalement à quelque chose d'autre pour entretenir des gens de guerre. Cela dit, il ne faut pas avoir une vision trop noire. Les finances du royaume tiennent globalement le choc de la guerre, et ce, malgré le soutien de l'Espagne de Philippe II aux ligueurs. Ah oui, l'idée est d'entretenir une guerre civile dans le royaume de France. Pas bête? Sauf que les ligueurs s'allient à ce moment-là avec l'ennemi du royaume, avec lesquels ils partagent une foi catholique commune, évidemment.
Néanmoins, dans les faits, la couronne ibérique est souvent déçue quant à l'aide limitée apportée par les ligueurs sur le terrain. Et c'est d'autant plus vrai à mesure qu'ils se montrent de plus en plus incapables de se mobiliser contre Henri IV. Les ligueurs sont progressivement asphyxiés par la monarchie, dont l'édifice fiscal tient vaguement la route vaille que vaille. Enfin, quand je dis tient la route, on augmente considérablement le poids de la dette qui n'a jamais été aussi élevé. Comme le souligne le professeur émérite Philippe Hamon, l'autorité royale élargit alors son socle de financiers. Les sommes engagées à la fin du XVIe siècle démontrent que l'autorité royale parvient à tirer plus d'argent que jamais. Il faut reconnaître que l'économie de guerre sait se montrer inventive. On observe le développement de véritables formes de dissimulation de l'état réel des finances et une évolution des marchés alors que l'inflation galope. Nous sommes désormais au cœur du pic inflationniste. Nous sommes au pic de l'inflation. On va avoir un pic au début de l'année. On n'est sans doute pas encore au pic de cette inflation et le premier semestre va encore nous mettre sous pression. Pas mal tout ça pour se donner de la marge de manœuvre. Mais on va plus loin. En contestant la validité juridique de quelques créances, on menace quelques gens à qui on doit de l'argent, on spolie, on négocie des rabais. Le roi multiplie également la vente d'offices royaux pour chercher quelques subsides. Bref, tous les coups sont permis. Dans le même temps, on se montre plus régulier dans les remboursements. Ce qui permet de renforcer la crédibilité du roi lorsqu'il veut réaliser de nouveaux emprunts. Bien évidemment. D'ailleurs, la guerre contre les ligueurs est aussi et surtout une victoire financière. L'achat d'armement épuise les meneurs de la Ligue qui se retrouvent souvent contraints de négocier avec le souverain. Et quitte à devoir trouver un arrangement, ils en profitent pour faire racheter leurs dettes, officiellement ou non. Cela dit, même la meilleure stratégie du monde demande du temps. Et le nouveau roi doit bien commencer par quelque part et occuper l'espace en attendant. Le document auquel nous sommes confrontés nécessite de prendre le temps d'une analyse en paléographie, parce qu'il est loin d'être évident. On peut même dire qu'il ne ressemble pas à grand-chose vu de loin. Même vu de près, hein. Il y a des trucs partout entre les lignes, ça gêne la lecture. On voit effectivement de nombreux ajouts en interligne. Il convient de les replacer aux bons endroits, et ce n'est pas toujours simple, puisqu'il n'y a pas forcément de signe de renvoi. On a aussi des corrections en surcharge. C'est le cas par exemple de peine avec un i, corrigé en peine avec un y. En même temps, c'est important de se montrer précis en matière d'orthographe. On a clairement l'intervention d'une seconde main, différente du copiste initial. Elle semble avoir comme objectif de se rapprocher au plus près du document original, en apportant tout un tas de corrections. L'écriture de seconde main est plus cursive et expédiée. Comme tous les profs qui corrigent les copies. Je me souviens quand j'étais au collège. Petite voix! Oui, bah qu'est-ce que j'ai dit encore? Mais t'es complètement hors sujet, t'as fini, oui? Donc, je disais, c'est un acte qui comprend de nombreux ajouts et ratures. Clairement, il est copié à l'arrache. Tu choisis toujours des actes impossibles. On dirait presque que ça t'amuse. Bien sûr que ça m'amuse. C'est évident qu'il y a plus de choses à dire là-dessus que sur un registre paroissial de 1720. Toujours de manière générale, nous avons affaire à une ordonnance. Comme en témoigne la formule initiale, Henri, par la grâce de Dieu, et gna 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 gna. Et concrètement, une ordonnance c'est quoi? Pour le XVIe siècle, ce n'est pas évident. Le vocabulaire à ce sujet demeure encore largement flexible. Cela ne désigne pas vraiment un type d'acte en particulier, mais toutes sortes de décisions royales d'un intérêt général. Ici, l'acte est rédigé le 22 janvier 1590, et il est signé du camp d'Honfleur. Il est précisé que le roi est en campagne, dans un camp militaire, puisqu'il est en train de donner le siège. D'ailleurs, pour la petite histoire, le port de Honfleur ne tombe que quelques jours plus tard. Et le roi n'est pas peu fier de remporter cette victoire. Dès le lendemain, il écrit à Corisande, sa maîtresse et confidente. « Mon cœur, j'ai achevé mes conquêtes jusqu'au bord de la mer. Dieu bénisse mon retour comme il a fait le venir. Il le fera par sa grâce, car je lui rapporte tous les heurts qui m'arrivent. » Il semble soulagé du tour que prennent les événements et il ajoute « J'ai failli à être tué 30 fois à ce bordel. Dieu est ma garde. Bonsoir, mon âme. Je m'en vais plus dormir cette nuit que je n'ai fait depuis 8 jours. Je te baise 1 million de fois. » Sur la joue, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Qui
qui dit copie à l'arrache dit aussi écriture très rapide. Dès lors, on observe le développement d'une belle panoplie d'abréviations. Les classiques d'abord. Quelques suspensions comme dans lieutenant, justement, humblement et retardement. Dans ce cas, on a le début des termes, mais pas la fin. Les contractions sont plus complexes. Présence, notre qu'on retrouve 7 fois, avons, sommes 4 fois, ou maître par exemple. Mais il y en a plein d'autres. Ici, avec notre, qu'on rencontre un peu partout, on a un excellent exemple. Puisqu'on a bien le début du mot et la fin. Le début avec le N initial et la fin avec les lettres R et E. S'ajoutent les abréviations en sion. Reddition, ligne 3, signification, ligne 15, ou encore capitulation, ligne 25. On trouve aussi de nombreuses lettres spéciales comme le D barré. Il s'agit d'une lettre D que le clerc prolonge sous la ligne d'écriture. Ce simple trait sous la ligne sert à signaler l'abréviation. Normalement, il vient barrer la lettre. Le plus souvent, l'ensemble forme une boucle. Mais ici, ce sont des débarrés, pas barrés. Et oui, c'est bien souvent le cas, il faut être préparé psychologiquement. Toujours dans les lettres spéciales, on observe l'usage du P barré pour par. Que l'on trouve 6 fois dans ce manuscrit. Départir et département, mais également pour personne au singulier comme au pluriel. Ah oui, par ou père pour le P barré, ça me revient maintenant. Dans ce cas, notre clerc part systématiquement du P en X pour tracer sa lettre, dont la hampe est ensuite barrée. Par contre, pour le P tilde, il préfère le tracer à partir du P droit. Lettre simplement surmontée par un tilde, comme l'indique son nom. Comme on le voit dans préjudice, cette abréviation sert pour pré. Mais il peut aussi servir pour prix, à l'occasion. Toujours dans les lettres spéciales, on trouve régulièrement le Q tilde avec qu'il, au singulier comme au pluriel, ou avec laquelle. C'est le même principe que pour tout à l'heure. Il s'agit d'une lettre Q, plus ou moins travaillée, surmontée par un tilde. Cette abréviation sert généralement pour que. Enfin, dans les lettres spéciales s'ajoute le fameux S barré, mais utilisé avec parcimonie par le copiste. On le rencontre uniquement pour la ville de Lisieux à 3 reprises, ou pour Seigneur avec seulement 2 exemples. Dans une forme de convergence évolutive, la lettre ressemble étrangement au headset allemand. L'abréviation sert à remplacer tout ce qui commence par un S et peut être redoutable par moments. Dans la panoplie des abréviations utilisées, on rencontre aussi les fameuses notes tyrrhoniennes. Qui sont d'origine antique. Oui, et par exemple, le E tyrrhonien est très apprécié par ce clerc puisqu'il l'utilise à toutes les lignes. Non, c'est pas vrai. Comment ça, non ? Il n'y en a pas à la ligne 9, donc on n'en rencontre pas à toutes les lignes précisément. Donc, je disais, on rencontre des E tyrrhoniens pratiquement à toutes les lignes de ce texte. Merci. Plus rarement, on trouve aussi le 9 tyrrhonien en position initiale avec communion, commandons et contribuable. On le voit bien avec comme. L'abréviation ressemble à un beau 9 qui chute largement sous la ligne d'écriture. D'origine médiévale, le texte présente aussi des signes our avec pour que l'on rencontre une fois ou deux dans le texte, ou encore dans jour. Ah oui, et normalement ça ressemble à un petit 2 placé en exposant. Bon voilà, avec notre texte, on n'est pas si loin, même si c'est toujours très cursif. Et on trouve également un cas d'abréviation en R avec faire à la ligne 9. Oui, enfin là, ça ne ressemble pas vraiment à une apostrophe. Ah, disons que ça va vite. Mais c'est pratiquement toujours le cas à l'époque de ce texte. Enfin, cette page offre aussi quelques beaux exemples de 2 abréviations en un. Toute leur vie, Bob et Walt ont cru pouvoir tout faire. Oh, jolie balle, Walter! Vous êtes collés tous les deux? Vous vous êtes fait faire ça? Non, on était comme ça à la naissance. Cool. Bon. On a donc du 2 en 1 dans pardonner avec un joli P barré au début. Et une contraction qui fait sauter les 2 N. Plus bas, dans continuellement, c'est encore différent. Avec un 9 tyrrhonien au début, pour faire le son con. Et une suspension à la fin qui fait sauter juste la lettre T. Quand je vous disais qu'ils font souvent les abréviations plus par habitude que pour gagner de la place. N'empêche, ça y va en matière d'abréviation. Il se lâche le clerc. Il faut bien avoir en tête que l'usage dépend de ce qu'on prévoit de faire du texte. Tout n'est pas permis. Il y a une certaine logique à respecter. Tout n'est pas permis.
Mais pour ce manuscrit, on n'a qu'une seule ligne qui ne présente aucune abréviation. Une seule ligne. Eh oui, mais dans ce cas, nous avons affaire à une copie de copie, comme c'est signalé en marge. L'objectif est donc de conserver une trace de ce document à destination des archives de la ville de Lisieux. Et donc là, clairement, on n'a pas besoin de soigner la présentation de ce document. Et pour cause, l'ordonnance originale, sur parchemin, rédigée avec soin, doit se trouver ailleurs. On a donc bien affaire à une copie de copie, faite à l'arrache, juste pour garder une trace. Donc la qualité de la présentation, clairement, là, c'est secondaire. D'ailleurs, si l'acte fait un petit peu saigner des yeux des apprenants débutants, c'est aussi en raison des ligatures. La rapidité d'exécution offre quelques trésors. Souvent, l'association de 2 ou plusieurs lettres provoque des déformations très accentuées. Parfois tellement marquées que la lecture en devient difficile. Sans rentrer dans le détail, c'est le cas pour les ligatures ER, qui sont généralement bien connues. Qu'ils choisissent un E bouclé ou un E à aigrette, C'est systématiquement associé avec un R bouclé. les ligatures EC sont également éclairantes. Depuis l'aigrette du E, le clerc trace directement la première partie du C, avant la seconde qui vient parachever l'ensemble. Les ligatures ST offrent une belle diversité. Qu'il s'agisse d'un S sinueux ou d'un en crosse, ils forment une large boucle pour aller chercher le haut de la haste du T. Mais pas de boucle dans nonobstant. Non, c'est sûr. Toutefois, le clerc va quand même chercher le haut de la haste. Ce texte offre aussi quelques bizarreries. Je pense en particulier à la ligature entre le E tyrrhenien, H et A. Là, franchement, c'est magique. Oh là là, mais c'est d'une clarté ton truc. Oh, mais comment veux-tu que ce soit évident ça? Les termes D présente offrent 2 ligatures ES terminales. Dans D, il s'agit d'un E à aigrette et d'un S à double aigrette. Alors que dans présente, c'est un E à aigrette et un S bouclé. Par ailleurs, la confusion entre un double F et un double S étant si facile, il est toujours intéressant de prendre le temps de les repérer dans le texte. Tant qu'on y est, et pour le plaisir, on vous met une petite ligature SF. Ne nous remerciez pas, c'est pour nous. À l'issue de la prise de Lisieux en 1590, il faut bien comprendre que cela ne change pas grand-chose à la situation dans le royaume, voire même en Normandie. Le siège et la reddition de la cité sont clairement un épiphénomène. C'est donc parfaitement anecdotique. C'est peut-être un peu dur, mais il faut bien comprendre que ce qui compte alors, c'est Paris. Henri IV a besoin de se faire la main en Normandie. Enfin, quand on dit Henri IV, c'est aussi son gouvernement. Il n'est pas le seul, évidemment. S'il parvient à défaire les ligueurs à Arques en 1589 et à Ivry quelques jours avant notre acte, je disais, le roi parvient à vaincre les ligueurs et ce n'est pas rien tant ses troupes sont inférieures en nombre. D'ailleurs, Fumechon, l'ex-capitaine de Lisieux, est même fait prisonnier lors de la bataille d'Ivry. Toutefois, malgré les victoires, la Ligue tient toujours le principal, la capitale. Donc la campagne en Normandie ne sert à rien, c'est ça? Non, pas à rien. Déjà, comme le dit Henri IV lui-même, Lisieux est alors la place la plus forte que j'ai réduite à mon obéissance et la plus utile. C'est donc une étape importante. Par ailleurs, les victoires locales lui ouvrent la voie vers Tours et vers Dreux, tout en détournant l'attention de Paris. Ces victoires, même de moindre importance, permettent de temporiser pour rééquilibrer le rapport de force. Donc, si je comprends bien, l'objectif est de disperser les ligueurs. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est en tout cas ce qu'on rencontre dans les mois suivants. Mais sans jamais perdre de vue la capitale. Encore incapable de vaincre militairement, l'idée est de couper les vivres pour affamer la ville. En janvier 1591, le roi tente aussi de prendre Paris en envoyant des hommes déguisés en porteurs de farine. Mais bon, c'est un échec. En décembre de la même année et au début 1592, il échoue devant Rouen. Oui, donc clairement, c'est encore compliqué pour Henri IV niveau conquête du royaume. En vrai, la situation demeure injouable pour le nouveau roi,
jusqu'à ce qu'il accepte de négocier sa conversion. Seule cette option permet d'envisager réellement une trêve, et il est bien obligé de s'y résoudre. En juillet 1593, son abjuration solennelle à la basilique Saint-Denis permet donc un véritable retournement de la situation. Par contre, contrairement à une légende tenace, il n'a jamais déclaré « Paris vaut bien une messe ». C'est juste totalement faux. Il faut bien comprendre qu'Henri IV est contraint d'abjurer parce que les armes n'ont pas apporté la victoire tant espérée. Sa conversion au catholicisme est donc un véritable tournant. La Ligue se fragmente. Une partie demeure hostile au roi, alors qu'une bonne part de la population se rallie à un pouvoir nouveau considéré comme légitime. Le sacre à Chartres en 1594 lui ouvre les portes de Paris et les troupes espagnoles sont obligées de quitter la ville, alors que les curés fanatisés s'évanouissent dans la nature. Encore une fois, aucune exécution n'est ordonnée, ce qui montre bien la volonté de ne pas brusquer. Et c'est justement cette clémence qui permet de ramener à lui les opposants un à un, et ce jusqu'en 1598. Chacun négocie donc avec le roi et seuls 700 ligueurs trouvent refuge à l'étranger, en fait parce qu'ils sont exclus du pardon royal. Il ne reste plus à Henri IV qu'à chasser les troupes espagnoles du royaume. En Normandie, malgré l'abjuration, toute la Normandie ne devient pas fidèle d'un coup d'un seul. Toute la Gaule est occupée. Toute, non, car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de camps retranchés romains. Ainsi, même en 1594, Honfleur et Pont-Audemer s'obstinent encore quelques mois dans la Ligue. Même à Lisieux, la situation demeure tendue, puisqu'il faut attendre 1597 avant que le roi n'accorde le remboursement du fameux prêt. C'est dire si la sanction est vécue durement. Ah oui, c'est un rétablissement plus que progressif de l'autorité royale. Et en Normandie plus qu'ailleurs, la résistance à l'édit de Nantes a fait l'objet d'une bataille pendant plus de 10 ans. Le Parlement de Rouen a montré plus de force qu'ailleurs pour empêcher la vérification de l'édit de pacification. Et oui, il ne suffit pas que le roi signe un édit pour qu'il soit appliqué dans le royaume. Il faut encore que les parlements l'enregistrent localement. Contraint et forcé, en Normandie on enregistre l'édit. Mais les parlementaires apportent des modifications et structurent peu à peu un véritable bras de fer en engageant une bataille de procédure. Progressivement se met donc en place un dialogue houleux entre les magistrats et la couronne. Mais il faut bien avoir en tête que si le Parlement traîne des pieds, cela n'empêche pas l'application de l'édit de Nantes dans la province. Ça sert à quoi alors ? Ça sert surtout à montrer son opposition. La discussion se porte essentiellement sur les lieux à réserver au culte réformé, contre lesquels en fait les parlementaires rouennais mènent un véritable travail de sape. Cette résistance institutionnelle, prolongée sur plusieurs années, est exceptionnelle puisque ailleurs dans le royaume, celle-ci n'a duré le plus souvent que quelques mois. C'est le cas par exemple à Bordeaux, à Aix ou encore à Rennes. Si cette longue opposition normande à l'édit de Nantes a généralement été perçue comme une mise en scène rituelle, comme le souligne l'historien Luc Dérault, il faut aussi la percevoir comme la marque d'un dialogue. Par cette opposition formelle, les magistrats se placent comme défenseurs d'une unité locale, refusant l'égalité religieuse défendue par l'autorité royale, mais sans jamais dépasser les bornes des limites. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ainsi, la conversion et le sacre d'Henri IV ne mettent pas fin aux guerres civiles. Mais ça y contribue quand même grandement en pacifiant les sujets de tension. Cette volonté de pacification religieuse passe aussi par une véritable amnésie mémorielle qui vise à laisser de côté la mémoire des guerres civiles. Vous imaginez bien qu'après 40 années de guerre, tout ne peut se régler d'un coup de baguette magique. S'entame alors un long chemin vers la paix qui ne peut se faire qu'étape par étape. Cela doit aussi se régler aux frontières. Et le roi n'obtient la paix avec l'Espagne et la Savoie qu'en mai 1598. Le traité de Vervins permet de rétablir la situation antérieure à la guerre et le départ des garnisons espagnoles du royaume. Sacré retournement de situation, mine de rien. Surtout quand on pense au début de règne si difficile d'Henri IV. Et il faut aussi garder à l'esprit que la propagande royale fait l'article, en mettant alors l'accent sur sa puissance et son efficacité afin d'asseoir son autorité. On propose une véritable image idéalisée du pouvoir, dont témoignent les nombreux tableaux d'Henri IV qui renvoient à la mythologie. Ils vont jusqu'à le représenter en nouvel Hercule.
C'est osé. Il faut ce qu'il faut pour imposer le roi. Il a vaincu l'hydre de Lerne qu'est la Ligue. Le monarque à la barbe blanchie, signe de sagesse. Mais il offre un corps athlétique, signe de jeunesse et de force. Le paradoxe est renforcé par ses habits à l'antique, alors que le décor, quant à lui, est purement de l'époque moderne. Donc si je comprends bien, la mythologie est mise au service du politique. Et pas qu'un peu. L'art est utilisé comme un véritable outil de gouvernement. Il faut le couvrir des attributs herculéens pour montrer le triomphe sur l'hydre de la rébellion. Et dans tout ça, à la fin, c'est bien le monarque qui attire tous les regards, signe d'une restauration de son autorité. En même temps, la Ligue, ce n'était vraiment pas rien. Il a de quoi se la péter un petit peu. La guerre a été totale, il est vrai. Les ligueurs se sont battus jusqu'au bout avec un acharnement incroyable, alors que les deux parties étaient très affaiblies. Pour autant, tout du long, les négociations n'ont jamais cessé, et la prudence d'Henri IV a payé. C'est une sacrée chienlit politique, tout ça, quand même. Cela dit, vous l'avez compris, on n'en a pas terminé avec la Ligue. On aura encore l'occasion d'en parler dans les prochaines vidéos. Pour ne rien manquer, abonnez-vous, la cloche là, tout ça. Allez, en attendant le mois prochain, tipeuses, tipeurs, futures tipeuses et futurs tipeurs, partagez cette vidéo et aidez les autres à découvrir cette chaîne.